Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un nouveau lundi de la chaîne, mais c'est un lundi un peu spécial. D'abord, par la qualité de notre conférencier ce soir, qui est sur un sujet qui est pile dans les préoccupations de la chaîne, et je pense qu'il y aura beaucoup de discussions. Mais c'est aussi un moment très triste, très lourd, très pénible, car notre ami Kévan Mazda, grand chirurgien que beaucoup d'entre vous connaissez, qui était le chef de service de l'orthopédie infantile de Robert Debré, nous a quittés de façon très précoce et de façon brutale. On a tous été sidérés de sa disparition il y a quelques jours. Alors, Kévan, c'est d'abord un ami, c'est un merveilleux chirurgien, et vous le savez, un des grands spécialistes mondiaux du rachis de l'enfant et de la scoliose, qui avait mis au point des tas de techniques, des tas de matériaux permettant de corriger ces déformations du rachis épouvantables. Et c'était un fondateur de la chaîne de l'espoir. Et Kévan était avec nous depuis le départ. Il était très présent, déjà médecin du monde, lorsqu'on avait fait, pour certains d'entre vous se souviendront, chirurgien du monde. Et il intervenait au Vietnam. Il a beaucoup participé, il a beaucoup donné en Afghanistan, et il a fait un partenariat incroyable avec l'équipe, et notamment l'équipe du docteur Mirza. L'équipe de Kaboul est absolument bouleversée de sa disparition, et surtout grand porteur, par ses origines bien entendu, du projet Iran, sur lequel il a été je ne sais combien de fois. Donc on voulait vous dire combien on pense à lui, on pense à sa famille, on pense à sa très jeune fille. Et Alain, vous venez nous dire un tout petit mot sur Kévan, qui était aussi un de ses élèves. Et François, si tu veux nous dire un petit mot. Oui, j'ai perdu un ami, un élève. Il y a plus de 30 ans, il était là. Je l'ai nommé à l'internat avec facilité et je l'ai accompagné depuis lors. J'ai perdu un frère, un ami pour la vie. Sa joie de vivre, ses talents, je les garde pour moi parce que c'était vraiment un homme hors du commun. Alors, il nous a quittés brutalement, trop brutalement, vous l'avez compris. Et bon, il est dans mon cœur pour la vie. Daniel, je sais que tu as beaucoup œuvré avec lui, dire deux mots. Tu étais au Vietnam avec lui. Kévan, pour moi, il a fait partie de notre vie. Yves, avec moi, on est parti de nombreuses fois au Vietnam. Il a opéré un nombre incalculable d'enfants. Vous dire mon émotion, je crois que je ne suis pas capable de la traduire en mots. Ce matin, quand je l'ai vu à la levée de corps, c'était un bouleversement, c'était la fragilité de la vie, c'est l'instant présent qui s'en va. Ce qu'il faut garder de Kévan, c'est ce goût fantastique, cet amour de la vie. Il faisait tout à 200 à l'heure, avec une puissance extraordinaire. Et puis voilà, il nous a quittés avec la même brutalité avec laquelle il vivait aussi, dans une certaine fougue et un enthousiasme. J'ai beaucoup d'émotions. Je crois qu'on a perdu quelqu'un de la chirurgie d'important, et je suis très touchée. Merci Daniel. Moi, je développais le programme Iran avec Kévan, où il soignait les enfants que vous voyez là atteints du rachis. Kévan, c'était pour moi un être compliqué. C'était à la fois, il pouvait être un bad boy, mais c'était la personne la plus généreuse et la plus bonne du monde. Je crois que je ne lui ai jamais entendu faire une critique méchante sur quelqu'un ou avoir une mauvaise pensée. Il pouvait se moquer des gens, mais c'était admissible.
Ensuite, je l'ai vu opérer. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien. Mais quand on voyait Kévan opérer, c'était splendide. Il était assis sur un petit tabouret. C'était à la fois du ballet, parce que tout était parfaitement réglé. Et c'était un chef d'orchestre qui donnait la note précise au moment où il fallait la donner. C'était d'une beauté exceptionnelle. Et c'était avec les enfants, vous le voyez, alors qu'il était parfois un peu rude, pouvait être un peu sévère. Avec les enfants, il changeait complètement. C'était ce sourire, c'était cette gentillesse. Et les enfants l'adoraient, vraiment l'adoraient. Voilà. Alors, ce soir, nous sommes bien sûr honorés de t'accueillir ici, dans cet amphi, je te disais, un peu prestigieux. Alors, bien sûr, l'Afrique, tu as cette étiquette, et on en discutait juste avant, de grands spécialistes de l'Afrique, journalistes, écrivains, et on t'a connu dans le rédacteur en chef, je crois, durant 26 ans, sur la lettre du continent, et ancien directeur de la rédaction d'African Intelligence. Alors, de très nombreuses publications, et excuse-moi, j'en ai retenu une, parce que le titre, alors je crois que c'est la dernière, mais Arrogant comme un Français en Afrique, je crois que c'est chez Fayard. J'ai trouvé que peut-être ça donnera peut-être un peu le ton de ce soir. Alors, tu dois savoir qu'on travaille beaucoup en Afrique, bien sûr au Togo, Mozambique, Sénégal, Mali, et dernièrement nous avons inauguré cet hôpital de chirurgie cardiaque au Mali. On va voir un tout petit film, mais simplement pour expliquer ce que nous faisons et pourquoi on est particulièrement intéressé par ce que tu vas nous dire et des échanges que nous aurons. Notre seul but, c'est parfois construire, équiper, mais surtout former et maintenir ce lien et ce contact, ce lien avec l'Afrique. Et donc, on est très présent sur la sous-région. On réfléchit beaucoup à des diplômes qui ne sont pas, mais qui sont des diplômes issus de toute la sous-région. On en discutera. C'est très difficile. La collaboration et la participation française est extrêmement difficile à obtenir. Tout se fait un peu à frottement dur, et on est extrêmement intéressé par ce que tu vas dire ce soir, parce que l'Afrique, et notamment la sous-région, est un théâtre d'opération constant pour la chaîne. Merci. D'abord, bien sûr, je vous remercie de votre invitation. Avant de développer mon propos, je voulais vous dire, je suis un simple journaliste. Je ne suis ni un consultant, ni un chercheur, ni un universitaire. Donc, en tant que journaliste, vous m'accorderez une grande part d'intuition et de subjectivité dans mes propos. J'ai tendance à parler un peu vite, mais je pense que ça va permettre ensuite d'avoir plus de temps pour le débat. Donc, ça durera peut-être plus une demi-heure que 3/4 d'heure. Alors, on avait adopté, avec Paul Naou en particulier, et avec Chesson, l'idée de comment la France a perdu l'Afrique. Alors, je tiens tout de suite à vous dire, parce que c'était un ouvrage que j'avais écrit en 2005, et je tiens tout de suite à dire que ce n'est pas une forme de nostalgie. C'est-à-dire, quand on dit comment la France a perdu l'Afrique, on se dit, oh là là, c'est épouvantable, notre Afrique, ils nous ont piqué notre Afrique. Ce n'est pas du tout l'esprit. C'était simplement que je pense que c'est impossible de parler des relations entre la France et l'Afrique actuellement, en 2018, si on ne revient pas à ce qu'a été les relations franco-africaines pendant toute la période de la guerre froide. Ça veut dire la période post-coloniale de 1960. Voilà, ça grésille moins. Oui. Voilà, c'est toute la période historique post-coloniale de la France en Afrique, de 1960 à 1990. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre la poursuite des malentendus, des non-dits, des ambiguïtés qui persistent aujourd'hui si on passe totalement l'ardoise magique sur ce passé.
il faut quand même toujours rappeler que la colonisation française a d'abord été assimilationniste, puis paternaliste, avec des dirigeants français et africains qui, pour certains d'entre eux, ont vraiment cru à une communauté de destin entre la France et l'Afrique. Il faut toujours rappeler que de 60 à la chute du mur de Berlin en novembre 89, c'était une période historique, singulière, voire atypique, une mise en place d'un système qui était totalement intégré, politique, militaire, diplomatique, économique et financier. Et on appelait ça la France-Afrique pour le meilleur et pour le pire. Alors, le terme de France-Afrique, certains disent que ça vient, que c'était Houphouët-Boigny. Ensuite, ça a été repris par des associations comme Survie pour dénoncer les réseaux encore incestueux et mafieux entre la France et l'Afrique. Mais à une certaine époque, pour Houphouët-Boigny, c'est vrai, des gens comme ça croyaient réellement à une communauté de destin entre la France et l'Afrique. Au plan politique, c'est vrai que, et c'est peu connu dans les jeunes générations, qu'il y avait un certain nombre de dirigeants africains qui avaient été ministres ou députés français avant les indépendances. Bien sûr, les plus connus sont Léopold Sédar Senghor et le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. D'autres avaient combattu dans l'armée française, comme le futur empereur de Centrafrique, Jean-Bédel Bokassa, ou le président togolais Gnassingbé Eyadema. À l'époque de la colonisation, finalement, il y avait toujours un choix dans les ethnies du nord du pays qui étaient finalement cooptés dans l'armée française parce qu'ils étaient considérés comme moins revendiquaient beaucoup moins que les ethnies qui étaient dans le sud du continent. Mais tous avaient baigné dans l'histoire de France. Et en fait, j'ai toujours pensé que quand on revoit cette histoire-là, je pense que c'était un leurre. Ça veut dire que je ne suis pas dans le jugement, j'essaie toujours d'analyser ça au niveau historique. Hein. Ça veut dire, en fait, à l'époque, seul primait le patriotisme français. Pour le dirigeant français de l'époque, l'Afrique, qui avait aidé la France à se libérer du nazisme, devait lui permettre de rebondir et retrouver sa splendeur d'antan. Beaucoup pensaient, me racontaient, mais je me souviens d'un Pierre Moussa qui me disait, mais tout le golfe de Guinée, ça va être la Roure pour la France, c'est extrêmement important. En plus, à partir des années 60, la France, qui s'était fait virer d'Algérie, pensait retrouver dans le golfe de Guinée, avec le Gabon, le Congo, des ressources pétrolières, ce qu'elle a d'ailleurs trouvé, et aussi, bien sûr, de l'uranium. Donc, il faut quand même se rappeler que le système, c'était un système intégré, un système totalement pyramidal, avec Jacques Foccart, le Monsieur Afrique du général de Gaulle, qui était le réseau des réseaux. Enfin bref, il faut comprendre que c'était vraiment à partir de Londres, avec l'Afrique était utilisée comme un levier. Je veux dire, il y avait toujours cette phrase de Jacques Foccart qui était « ce qui est bon pour la France est bon pour l'Afrique ». C'est un système totalement au nom du patriotisme français. Donc, sur le plan militaire et stratégique, on l'oublie aussi, il y avait quand même ces fameuses clauses secrètes dans les accords de défense qui garantissaient à la France un accès prioritaire à des matières premières, en particulier pétrolières et minières. Pour l'uranium, alors il faut savoir que l'uranium, bien sûr, on pense aux centrales nucléaires, mais c'était très important au niveau de la défense. C'était ça qu'il y avait dans les missiles à ogive nucléaire de sous-marins. Enfin, moi, je me souviens être descendu, je crois que c'est dans le plateau du Larzac, où François Mitterrand avait invité à l'époque le président nigérien Séni Kountché, et c'est la première fois qu'il y avait un militaire africain, il leur faisait visiter les ogives nucléaires françaises en disant, vous voyez, eh ben, c'est votre uranium qu'il y a ici. En contrepartie, la France garantissait aux dirigeants africains qu'elle avait elle-même coopté à la direction des pays leur sécurité, leur maintien au pouvoir, d'où, quand on s'étonne toujours actuellement de la faiblesse des armées africaines dans les anciennes colonies françaises, en dehors, on peut discuter de la motivation d'un chef d'État, d'un soldat africain à combattre dans le Sahel s'il voit que ses chefs corrompus. Mais en dehors de ça, c'est vrai que personne n'ose tirer le bilan de 50 ans de coopération militaire française en Afrique. Parce qu'il y avait vraiment, à l'époque, une vraie substitution. Je dis toujours que, enfin, un certain nombre d'entre vous qui ont les cheveux blancs comme moi, quand on n'a pas connu Abidjan avec 50 000 Français, on n'a pas connu les rapports qu'il y avait à l'époque. Hein. Ça veut dire qu'il y avait vraiment
le ministère du Plan était surnommé le ministère du Blanc. Il y avait vraiment une assistance technique française à tous les étages avec le président Houphouët-Boigny qui gérait l'Afrique de jour, cette modernité avec les assistants techniques, et son Afrique de nuit avec les barons du parti unique de l'époque et aussi des pays voisins, du Moronaba, des Burkina Faso, pour les Burkinabés qui travaillaient dans les plantations. Donc il y avait toujours cette espèce de schizophrénie franco-africaine de cette période. Au plan diplomatique, la France a bénéficié au Conseil de sécurité des Nations Unies d'un bloc de 14 voix qui lui faisait jamais défaut. J'ai connu par exemple des conseillers Afrique de l'ambassade du Japon qui m'interrogeaient toujours, mais comment faisait Foccart pour avoir toujours autant de voix des Africains aux Nations Unies? Comment est-ce que nous, on pourrait faire pour en bénéficier dans nos propres réseaux, pour continuer à chasser la baleine, ou ce genre de choses, et aussi pour avoir un jour un poste de membre actif aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Donc c'est vraiment ces voix africaines qui ont permis à la France de poursuivre notamment ses essais nucléaires dans le Pacifique. C'est aussi ça qui a permis à la France de ne pas être condamnée pour la guerre d'Algérie. À chaque fois, c'était les voix de l'Afrique subsaharienne. Ça reste vrai aujourd'hui. Il faut savoir que l'Afrique représente environ 70% de l'activité du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la France qui, en fait, rédige à peu près 60% des textes qui sont présentés, que ce soit sur le Mali, la Côte d'Ivoire, la RDC ou la Centrafrique. En fait, ça reste quand même des zones d'influence. Tout ce qui concerne l'Afrique, c'est quand même la France. Et il y a des deals, enfin les deals entre diplomates. J'ai déjà entendu à l'époque où Robert Mugabe, où les Français disaient aux Anglais, on n'invite pas Robert Mugabe à condition que vous votiez nos résolutions sur la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se leurrer. C'est comme ça que ça se passe. Au plan économique, les entreprises françaises ont évolué pendant près de 30 ans dans un espace hyper protégé. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas les difficultés actuelles. La concurrence était faible. Au nom de la lutte contre l'implantation de l'Union soviétique en Afrique, les alliés occidentaux de la France laissaient le contrôle des marchés de ces anciennes colonies. L'aide était liée. Ça veut dire que tous les projets financés par la France en Afrique étaient attribués de facto aux entreprises tricolores. La zone franc avec le franc CFA, qui est la monnaie qui lie encore les pays africains au trésor français, permettait aux entreprises françaises de transférer librement leurs bénéfices avec une parité fixe. Au passage de l'euro, ça a été un peu compliqué avec les Allemands parce qu'eux disaient « ouais, mais voilà, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est que cette zone de France, cette zone CFA? Est-ce que nous, on a une zone pareille en Amérique latine ?» Bref, finalement, ils ont accepté un système un peu complexe dont je ne vais pas me lancer parce qu'en plus, ce n'est pas un domaine que je connais bien, je maîtrise sur le sorte de compte d'opération au Trésor français qui permet à ce que ce soit toujours la France qui garantisse l'euro à travers ce compte d'opération. Donc c'est une exception mondiale. Toutes les conventions d'établissement qui étaient signées par les entreprises françaises avec les États africains leur étaient extrêmement favorables, en particulier en matière fiscale. Et ces entreprises vivaient en situation de monopole avec des clauses de protection pour leurs industries. Dès qu'il y avait un petit souci, il suffisait d'appeler l'ambassadeur de France qui appelait immédiatement le président du pays concerné pour que la situation se résolve. Bref, je pense qu'un certain nombre d'hommes d'affaires français se sont vraiment crus chez eux en Afrique pendant toute cette période et ils ont du mal à prendre conscience aujourd'hui de la nouvelle donne. Ça veut dire la France est un peu endormie, sans concurrence. Elle n'a pas vu vraiment arriver les puissances émergentes. On parle toujours de la Chine, de l'Inde, du Brésil, mais il y a la Turquie, il y a l'Iran, la Corée du Sud. J'étais récemment, à Abidjan, chez même chaîne comme Accor au petit déjeuner, mais vous avez le monde entier. Quand j'y étais, il y avait beaucoup de Sud-Coréens, des Espagnols en particulier, des Allemands. Donc la France a sous-estimé ses propres concurrents européens. L'Allemagne a ainsi doublé la France comme quatrième exportateur vers l'Afrique. Globalement, c'est pas moi qui le dis, c'est la COFAS, la France a perdu environ la moitié de ses parts de marché, que ce soit dans les pays du Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Ils ont été réduits de moitié depuis 10% à 5%, même si en volume, les exportations globales augmentent en raison de la croissance de certains pays, mais il y a quand même une vraie perte. Alors,
on peut dire, encore une fois, moi je ne suis pas là dans la nostalgie et tout, mais ce qui est certain, c'est que quand vous aviez la France contrôle évidemment des marchés comme la Côte d'Ivoire, le Gabon à 50%, c'est normal que ça ne soit pas poursuivi à la fin de la guerre froide. Mais il y a, quand on voit, c'est pour ça que je trouvais ça important de refaire un peu ce flashback historique, parce que quand on voit qu'est-ce que la présence de la France pendant cette période et ce système intégré, on mesure mieux à quel point elle a décroché et elle n'a pas su du tout renouveler ses rapports, changer de logiciel avec l'Afrique pour bénéficier d'une présence quand même qui était sur une décennie. Maintenant, je vais revenir brièvement à la période qui a suivi la chute du mur de Berlin, parce qu'on peut se dire après, qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée de Mitterrand. En fait, il y a eu des discours. Hein, vous avez tous entendu parler du sommet franco-africain de La Baule. Hein, c'était un beau discours rédigé par Éric Orsena. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le discours, c'était voilà, il faut, pays africain, il faut maintenant aller comme ce qui s'est passé à l'Est, il faut que le Sud aille vers la démocratie. Mais en fait, rien n'a changé fondamentalement. Il y a eu quelques conférences nationales qui ont déboulonné des chefs d'État qui reviendront au pouvoir quelques années plus tard, comme le président congolais Denis Sassou Nguesso. Les pays sont passés au multipartisme, mais pas à la démocratie avec des contre-pouvoirs réels. Ça veut dire les autocrates, ils ont su changer les constitutions, se maintenir au pouvoir. Ils savent très bien gérer ce que j'appelle le théâtre démocratique, le rituel électoral. Comme l'a expliqué un des chefs d'État d'Afrique centrale, il a dit, mais moi, je n'organise pas des élections pour les perdre. C'est-à-dire, on est dans des systèmes où on est vraiment là, entre l'Afrique de jour et l'Afrique de nuit. Ça veut dire où c'était, je ne sais pas si c'était son nom, mais c'était un ancien président centrafricain qui disait dans la langue à la radio, il disait, écoutez, les Blancs, là, les Français, ils veulent qu'on leur fasse des élections pour avoir l'argent, on va leur faire des élections. Mais ça ne changeait pas réellement le rapport réel au développement, ou à la démocratie locale et aux problèmes locaux. On est en 93, à Paris, les caisses de l'État sont déjà vides et il n'est plus possible de faire les fins de mois des pouvoirs en place. On est en cohabitation. François Mitterrand, il y a une première année, je crois que c'est en 92, où les chefs d'État viennent à l'Élysée. Ils veulent, les Mitterrand faire la dévaluation du franc CFA. Fouet-Boigny, avec le chef d'État, dit non, il ne faut pas faire ça, sinon c'est une rupture dans nos relations, etc. Mitterrand refuse. Ensuite, on est en cohabitation. Quand on est en cohabitation, c'est avec Édouard Balladur. À ce moment-là, il y a une négociation avec le FMI et la Banque mondiale. Ça veut dire vous dévaluez le franc CFA de 50% et en échange, la Banque mondiale accepte de mettre 10 milliards de dollars dans la zone franc. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, il y avait une chute du prix des matières premières, en particulier le cacao de Côte d'Ivoire, qui avait beaucoup emprunté à la France, et puis aussi il y avait une chute des cours du pétrole. La France passe alors la main économique et financière de son ancien précaré aux institutions de Bretton Woods, qui mettent en place des programmes d'ajustement structurel drastiques qui rabotent tous les budgets sociaux, éducation, santé, etc. dans les pays. La France perd la main sur le plan économique, mais elle garde totalement les relations politiques et sécuritaires étroites avec les pouvoirs en place de ses anciennes colonies. Non sans arrogance, elle s'emploie même à remplacer la Belgique au Rwanda, un pays que les Français connaissent mal. Je fais un bouquin récemment, j'ai vu l'ancien patron des services français, Claude Ziberzan, qui me dit pas du tout off, mais il me dit, mais j'avais dit à Mitterrand qu'on connaissait mal le Rwanda, on n'avait pas d'hommes là-bas, que c'était une folie d'aller dans ce pays. Un pays, alors jusqu'au génocide d'avril 1994, la France va soutenir un régime à bout de souffle, un soutien inconditionnel aveuglé par deux considérations plus idéologiques que politiques. Du côté des militaires français, c'était le syndrome de Fashoda, hein, ça veut dire c'était l'ennemi anglo-saxon qui soutenait depuis l'Ouganda la rébellion Tutsi dirigée par Paul Kagame. De leur point de vue, il fallait défendre le bastion francophone coûte que coûte. Et du côté des politiques de l'Élysée, c'était le syndrome de La Baule et l'équation ethno-démographique suivante. Les Hutus qui soutiennent le président francophile Habyarimana sont majoritaires dans ce pays. On est du bon côté. Ça veut dire que c'était des stratégies qui étaient déconnectées par rapport aux réalités africaines et rwandaises de l'époque. Et ça a été la même chose avec la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, opposant socialiste, arrive au pouvoir.
la France, du temps de Foccart, il aurait choisi son camp, il aurait soutenu Gbagbo, il aurait dégagé. Mais là, la France se perd dans une politique sans vision, au coup par coup, sous l'influence de réseaux privés. Face à une rébellion arrivée en 2002 depuis le Burkina Faso voisin, elle ne soutient pas Gbagbo, mais démocratiquement élu, mais elle coupe le pays en deux avec des militaires français. Tout ça pour arriver en avril 2011, sont finalement les forces spéciales françaises qui sortent Laurent Gbagbo de son bunker au profit de son challenger, Alassane Dramane Ouattara, au terme d'une élection présidentielle contestée. Là, on sent que, moi je pense toujours que la France est restée dans un anachronisme historique. Ça veut dire que tant qu'il y avait cette France-Afrique, 60-90, ça allait. Mais depuis, il n'y a pas vraiment de vision, il n'y a pas eu d'alternative ou d'alternance. Personne n'a esquissé réellement une nouveauté. Au début de cette nouvelle décennie, la France ne pèse plus en Afrique que par sa présence très active de son armée. Mais en fait, c'est une sorte... J'ai toujours trouvé que l'armée française sert de cache-misère à une présence française globalement en déshérence. La France est la seule puissance occidentale à disposer de bases militaires d'envergure sur ce continent, à l'exception de Djibouti, où alors là, c'est un vrai gag. Enfin, il y a Américains et Chinois qui se regardent en chien de faïence. Il y a les deux camps qui sont l'un à côté de l'autre. Et les Américains disent toujours que les Chinois leur envoient, enfin en paix, quand ils atterrissent, il y a les Chinois qui leur fait des interruptions. Enfin, c'est un endroit, c'est Berlin de l'après-guerre, de Berlin de la guerre froide. Alors, il y a des bases allemandes, japonaises, mais en fait, tout ça, Djibouti, c'est vraiment pour surveiller le golfe Persique et la région de l'océan Indien. Personne n'a envie de soutenir les efforts de la France dans la zone sahélo-saharienne. De toute façon, c'est malgré les efforts d'abord de Hollande et de Macron. Quand il y a des Allemands, en fait, ils vont dans les forces des Nations Unies et ils ne combattent pas du tout comme les Français. Ça veut dire qu'ils ont des normes des Nations Unies. Quand il y en a 5 qui sont en combat, il y en a 5 qui les protègent et ils refusent. Et surtout, il y a des débats en Allemagne pour pouvoir envoyer des soldats. Donc la France est seule. Elle essaie de faire monter le fameux forces armées africaines dans le cadre du G5 Sahel. Une stratégie qui se mesurera plus en décennies qu'en années. Et puis, quand on rencontre des diplomates européens off, ils disent « nous, on laisse la France assurer la sécurité, nous, pendant ce temps-là, on fait des affaires ». Pour la grande majorité des populations locales, les Français en Afrique, ce sont d'abord des hommes en uniforme. On y reviendra si vous le souhaitez dans le débat, mais l'opération Serval en 2013 qui a empêché les djihadistes de descendre au moins au centre du Mali. Moi, je ne suis pas persuadé que ça va arriver à Bamako, mais bon, au moins au centre du Mali. Puis l'opération Barkhane en 2014 sur l'ensemble du Sahel ne permettront pas de faire oublier la désastreuse opération Harmattan de 2011 qui a créé le chaos en Libye et déstabilisé l'ensemble de la région. Quand on savait comment ça fonctionnait à cette époque, c'est vrai que Kadhafi faisait les fins de mois des pays de la région. Il y avait une sorte d'équilibre entre Kadhafi et l'Algérie, entre la Libye et l'Algérie. L'Algérie, c'était le grand frère aussi au niveau sécurité. Et quand finalement la Libye poussait, quand les Algériens étaient fous furieux que les Libyens installent un consulat à Kidal, à ce moment-là, c'était le président Manu Touré, l'ancien président, il allait voir le grand frère algérien en disant « mais voilà, on ne vous en veut pas ». Mais il y avait un équilibre précaire dans la région entre la sécurité et le pognon. Bref, le chaos libyen a implosé toute la région. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, il semble que la France n'a toujours pas atterri dans la nouvelle Afrique mondialisée. Elle regarde avec effarement les Chinois installer des instituts Confucius au sein des universités africaines. C'était à Abidjan, il y avait un adjoint du conseiller culturel, il me dit, il venait d'installer un institut Confucius, alors il voit son collègue chinois, il dit quand même, vous êtes gonflés, si nous les Français on avait fait ça, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas dit si on avait installé des centres culturels à l'université? Et je dis, non mais nous, c'est le dialogue entre les peuples, ça n'a rien à voir avec les relations que vous avez, vous, avec les Ivoiriens. Donc, la France pensait vraiment avoir profondément marqué ce continent de son empreinte civilisatrice, mais j'ai l'impression qu'elle ne réalise toujours pas qu'elle n'a été que le sucre du millefeuille africain. Ça veut dire que, pour les raisons historiques que je viens de décrire, la France dirigeante ne s'est jamais véritablement intéressée à l'histoire de ce continent et à sa complexité sociale.
on a l'impression qu'il y a une sorte de surprise de la résurgence des royaumes ou des sultanats, comme celui du Borkou Kanem dans le bassin du lac Tchad. Tout le monde pensait que les valeureux capitaines de l'Empire avaient définitivement éradiqué au XVIIIe et XIXe siècle l'âme des Hadj Oumar Tall et Al-Mami Samori Touré. Mais en fait, aujourd'hui, pas plus qu'à l'arrivée sur ce continent en terre inconnue, la célèbre Africa Incognita, les responsables français ne portent attention au rapport circonstancié de ces chercheurs sur l'Afrique précoloniale qui reprend son histoire pour le meilleur ou pour le pire. En fait, tout ce qui vient de Paris est de toute façon surinterprété, que ce soit par les dirigeants africains ou leurs opposants. Le plus étonnant et paradoxal est en effet que la parole de la France trouve toujours un écho en Afrique qui va bien au-delà de son poids économique ou même politique. Par exemple, les réactions au discours de Dakar du président Sarkozy, aussi mal inspiré soit-il, provoquaient des réactions en Afrique francophone d'un autre temps. Et c'était anachronique, comme si la France pesait encore sur le destin de ses anciennes colonies. Theresa May, elle peut dire n'importe quoi sur le Nigeria, elle ne le dira pas, d'accord, mais elle pourrait dire n'importe quoi, il n'y aurait pas du tout cet impact-là. Que la France défende ses intérêts stratégiques et économiques en Afrique est plutôt sain, cela permet de sortir d'un paternalisme anachronique. Et la France ne doit pas se cantonner à la sécurité aux affaires, mais à tout ce qui peut constituer l'essence des relations entre la France et ce continent. Alors ça commence à se faire art, culture, sport. Puis c'est vrai que les Africains attendent de la France qu'elle enseigne dans ses écoles, non seulement l'histoire coloniale et ce que l'Afrique et ses soldats ont apporté à la France pendant les 2 guerres mondiales, mais aussi toute cette Afrique, un certain nombre de civilisations, des traditions orales. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas à Paris un institut, il n'y a pas d'institut du monde africain contemporain, il y a un institut du monde arabe. Et là, la question se pose moins à la France qu'aux chefs d'État africains. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais mis des moyens à créer un institut du monde africain à Paris? Pourquoi ne pas légitimer en Afrique les sources orales, comme le recommandait déjà en son temps l'historien Yves Persson, pour mieux appréhender les ressorts particuliers de ce continent? La France ne s'est pas créé un nouvel avenir en Afrique que celui que je viens vous décrire. Elle a du mal à sortir de cet anachronisme historique et de relations étroites avec des pouvoirs africains autocratiques au lieu de vraiment de s'intéresser aux jeunes des sociétés civiles africaines. C'est vrai aussi que la phobie du migrant a totalement éclipsé le potentiel que représente l'Afrique et sa diaspora. Alors, la politique de Macron, à l'occasion de son discours à Ouagadougou, le 28 novembre 2017, Emmanuel Macron est arrivé devant les étudiants, lui s'est intéressé aux jeunes étudiants, enfin, à la jeunesse africaine. Il a dit il n'y a plus de politique africaine de la France, signifiant qu'il n'y a plus de politique france-africaine spécifique, mais une politique de la France à l'égard de l'Afrique comme à l'égard de l'Amérique latine ou de l'Asie. Il a encouragé les jeunes du continent à faire leur révolution, comme leurs camarades du Burkina Faso en 2014. Son leitmotiv de fond était « Vous, c'est vous, nous, c'est nous ». Adieu le paternalisme, que chacun prenne ses responsabilités. C'est bien, replions les rétroviseurs. On ne peut qu'applaudir, même si c'est un peu trop facile de passer l'ardoise magique sur plus d'un siècle de présence française en Afrique. On ne peut pas dire voilà, ok, ciao, on met les compteurs à zéro. Soyons un peu cyniques. La vérité est vraie qu'Emmanuel Macron ne fait que nager dans la réelle politique. Même s'il le souhaitait, quel dirigeant français pourrait imposer quoi que ce soit aujourd'hui dans l'Afrique mondialisée? On est vraiment passé de la France-Afrique à l'Afrique-monde. C'est donc la diplomatie économique qui va primer, avec la défense des intérêts d'entreprises françaises en perte de vitesse. La France tente d'oublier l'Afrique centrale actuellement. On n'en parle pas, mais la France abandonne l'Afrique centrale. Ça a commencé avec la Centrafrique. Maintenant, c'est les Russes qui s'en occupent. Et le Gabon, le Congo, et la moitié des militaires français qui étaient au Gabon sont maintenant remontés en Côte d'Ivoire. Et maintenant, la France se focalise que sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, sur les côtes. Et la Côte d'Ivoire sert maintenant de base logistique à tout ce qui se passe dans la zone sahélo-saharienne. Et puis aussi et puis relancer le business dans quelques grands pays tels que l'Angola et le Nigeria. Mais là, c'est vraiment au niveau des grands groupes français. Quant à la politique stricto sensu à l'égard de l'Afrique, elle demeure sécuritaire. Les diplomates qui gèrent les dossiers africains sont de moins en moins des diplomates, de plus en plus des hommes de l'ombre, ou alors des diplomates nommés en Afrique
ce sont très souvent des militaires qui sont civilisés. Hein. Je veux dire, l'ensemble de dispositifs, que ce soit d'ailleurs le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron, le directeur Afrique, sont tous des gens qui ont été des GSE à une époque de leur vie, ou qui ont été même directeurs il y a une partie diplomatique de la DGSE. La seule nouveauté, finalement, c'est une politique d'influence à travers la francophonie, l'art, la culture, le football, avec un double message. Ce qui a vraiment changé avec Emmanuel Macron, c'est en fait ce que j'appelle l'écho des savanes. Ça veut dire qu'il a créé un conseil présidentiel pour l'Afrique, et en fait, c'est moins pour s'adresser à l'Afrique que pour s'adresser à la diaspora africaine. C'est-à-dire, c'est parler à la diaspora africaine pour rebondir en Afrique. Il ne faut pas se leurrer. La communauté française en Afrique, il y a plus que 125 000 Français en Afrique. Principale communauté, c'est 25 000, c'est au Sénégal. Et en fait, il y a, comme bien sûr on ne peut pas dire exactement, parce que bien sûr on ne va pas, la loi n'autorise pas de savoir des Français s'ils sont Français d'origine africaine ou Français. Mais c'est bien évident qu'il y a au moins 1 million d'Africains des pays en France, sans même compter les binationaux. Et en fait, c'est cette diaspora qui donne la perception de la France en Afrique. C'est pas, honnêtement, quand vous êtes en Afrique, les gens ils pensent surtout à survivre, mais la perception de la France, elle vient des diasporas africaines, des intellectuels qui sont là. Il faut savoir qu'il y a environ 500 000 Maliens en France, il y a 300 000 Ivoiriens, et les Ivoiriens sont souvent les pro-Gbagbo qui sont en exil. Les Congolais, les 50 000 Congolais, souvent c'est des pro-Lissouba qui reprochent à la France d'avoir soutenu le retour au pouvoir de l'autocrate Denis Sassou Nguesso. Il y a 50 000 Camerounais, et cette diaspora-là, c'est comme ça que Emmanuel Macron, il s'adresse, à mon avis, pour un but électoral à terme en France, mais il s'adresse à ces diasporas pour s'exprimer à l'Afrique. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a choisi pour la francophonie. La France soutient la ministre rwandaise des Affaires étrangères, parce que ça reste très politique comme il y a toujours des relations difficiles avec le Rwanda. La France soutient l'arrivée de cette femme à la francophonie parce que ça reste aussi très politique. Donc c'est ce que j'appelle un peu, pour faire court, l'écho des savanes, et c'est vraiment les diasporas qui vont compter. Au niveau des élites ici, je veux dire, c'est d'autant plus étonnant qu'il y a un certain nombre d'Africains qui sont déçus par l'attitude des Français à leur égard. Leurs élites demeurent attachées aux valeurs que la France a diffusées dans leur pays. Alors beaucoup disent oui, notre problème c'est qu'on n'a pas d'estime de nous-mêmes, on peut reprocher à la France, avec ses milliers de coopérants, d'assistants techniques, de ne pas avoir su valoriser l'histoire de l'Afrique et des Africains, et surtout tout ce qui est oralité. Au-delà de la mauvaise foi d'une diaspora africaine dont la France sert facilement de bouc émissaire, il n'y a pas vraiment de véritable vision de la politique africaine à long terme de la France de l'après-guerre froide. Là, je reprends toujours la fameuse phrase qu'il faudrait inverser, la phrase de Foccart: ce qui est bon pour la France est bon pour l'Afrique. Est-ce qu'on s'est un jour posé la question, qu'est-ce qu'il y a en Afrique qui est bon pour nous, en valorisant ce que les Français avaient appris de meilleur en Afrique? Face à ce bouillonnement à notre frontière sud, je suis toujours surpris que l'on parle si peu de ce continent en Europe, et tout particulièrement en France. Il faut bien se convaincre que notre avenir est aussi en Afrique, pour le meilleur et pour le pire, et à l'évidence, l'Europe aura à gérer des défis que l'Afrique ne pourra pas gérer seule. Il ne s'agit pas d'être plus afro-optimiste et vanter la croissance de certains pays alors que la majorité de la population vit dans l'extrême pauvreté, qu'afro-pessimiste en ne mettant l'accent sur les conflits, une démographie incontrôlée. Si je jure afro-réaliste, enfin, je ne veux pas... Là, vous avez tellement de gens qui connaissent l'Afrique, je veux pas, si je vous dis que vous savez bien que l'Afrique n'existe pas, qu'il y a les Afriques, selon les pays, selon c'est tellement complexe qu'on peut... Déjà, même l'Afrique australe est un sous-continent, elle toute seule. Pour conclure, je dirais que le changement ne pourra venir que des Africains ou peut-être des Français d'origine africaine d'ici ou d'ailleurs. C'est eux qui redéfiniront les nouvelles relations de l'Afrique-France. Et pour l'instant, je ne vois pas vraiment au niveau politique français de vraie vision. Voilà, hein, je parle très rapidement, mais moi, c'est pour avoir un échange et c'est vos questions qui m'intéressent.
Merci beaucoup. Est-ce que tu peux préciser un peu, parce que tu es passé un peu vite sur le bourbier libyen de 2013 et les conséquences que ça a eu, et comment est-ce qu'on a pu se mettre dans une attitude aussi qui a entraîné un jeu de domino derrière? Moi, j'ai une... enfin, franchement, maintenant, moi, j'ai une approche qui est... Il y a, parmi les journalistes, il y a ceux qui pensent que c'est une histoire de financement des campagnes de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que... Parce que c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a activé les Américains et les Anglais. C'était vraiment initié par la France. Moi, je pense que c'est vrai que Kadhafi, il a humilié Nicolas Sarkozy et la France. Si vous regardez la période, je crois que c'était en 2007 quand il est venu, quand il est venu en France, la France avait signé, il y avait plus de 10 milliards de dollars de contrats, en particulier d'armement. Il y avait, si vous reprenez les journaux officiels français, vous verrez que la France avait accepté de donner à Kadhafi quasiment une sorte d'autorité sur ce qu'on appelle la SENSAT, c'est la communauté des États sahélo-sahariens, sans parler de centrales nucléaires, sans parler d'armement, sans parler, ça veut dire un vrai contrat, un vrai accord d'État à État absolument hallucinant quand on connaissait à quel point Kadhafi était imprévisible. Et Kadhafi vient à Paris, il vient, enfin, vous avez l'image, vous le voyez sur l'Élysée, point levé, etc. Il humilie de 440 qui vient lui baiser la babouche sous sa tente à l'hôtel Marly. Il bloque les berges de la Seine, il va à la chasse au Rambouillet, etc. Et en fait, il n'a rien donné du tout à Sarkozy, rien, aucun contrat, rien. Les contrats, il y avait des contrats d'exclusivité pendant 6 mois et rien n'a été donné jusqu'en 2008. Il a été négocié avec Berlusconi des contrats. Il a pris les Sukhoi et pas du tout les Rafales qu'il avait prévus. Et je pense que c'est ça, la vraie histoire. Et c'est vrai que l'histoire de Benghazi, moi, franchement, je n'étais pas sur le terrain, je ne suis pas allé, je ne connais pas, mais tous les confrères qui sont allés en disant qu'il aurait suffi de quelques avions pour bloquer les chars de Kadhafi. Il n'y avait pas de besoin de lancer cette opération Harmattan, cette invincible armada avec les Américains. Enfin, il faut quand même reconnaître, en dehors de la France, Barack Obama, il s'est exprimé, il a dit qu'il considère que c'était une erreur. Les parlementaires britanniques, parce que contrairement à la France, là-bas, les parlementaires sont exprimés, ils ont dit avec Tony Blair que c'était une erreur. Voilà, je veux dire, et toute l'Union africaine a considéré que c'était impossible de laisser totalement cette armurerie à ciel ouvert qui a pollué toute la région et qui conduit à polluer toute la région. C'est hallucinant. Il n'y a pas de débat en France. Il n'y a pas de débat. À partir du moment où vous avez des militaires français sur le terrain, c'est le blackout, plus personne ne s'exprime, plus personne ne dit rien. Alors bon, après on peut discuter, effectivement, il faut soutenir le drapeau, mais il n'y a pas de débat. J'ai vu récemment des directeurs de ministère étrangers allemands qui étaient à Paris. Il m'a expliqué, il me dit, mais nous, on pense qu'on est timorés, tout ça, mais à chaque fois qu'on veut mettre 2, même 5, 10 soldats, on a un débat. Donc, en plus, les coalitions en Allemagne, c'est très compliqué en ce moment. Il me dit, on essaye d'avoir plus de soldats au niveau des Nations Unies, de la MINUSMA au Mali, mais vous voyez, il y a tout un débat, c'est pas gagné, etc. C'est un vrai problème, le manque de débat en France, sur l'Afrique en général. On a l'impression qu'il y a un retrait des entreprises françaises de l'Afrique par rapport à ce qu'elle était autrefois et que c'est quelque chose d'ancien. J'ai traversé l'Afrique en 1970 et en particulier, j'avais été frappée en Tanzanie, en Mozambique, de voir sur certaines pistes des cortèges très impressionnants de camions chinois et avec des directions, des bornes tout en chinois. Et à l'heure actuelle, quand on va au Togo, par exemple, on s'aperçoit tout que le BTP est fait par les Chinois,
que les constructions des maisons sont faites par les Chinois. Ce n'est plus des entreprises africaines. Les Chinois, on ne les voit pas. Hein, et en Mauritanie aussi. On ne les voit jamais. Ils rentrent dans leurs entreprises le matin, ils sortent le soir. Donc il y a une concurrence extrêmement importante. Je cite les Chinois, mais ils ne sont pas les seuls, en Afrique. Et je ne sais pas ce que fait la France sur ces marchés qui existent. Que fait la France ? La France est totalement absente. Il faut dire deux choses. La première, c'est que chaque ancienne puissance coloniale est restée dans son précaré. Moi, ça m'a vraiment toujours surpris, malgré tous les discours et tout. La France est restée dans les anciennes colonies, les Anglais aussi, les lusophones, les Portugais aussi. Quand il y a eu la crise Ebola, c'était incroyable, d'une façon quasiment naturelle, au moment de la crise Ebola, les Français sont allés en Guinée-Conakry, les Américains sont occupés du Libéria avec des bateaux, et puis les Anglais sont allés en Sierra Leone, c'est-à-dire chacun restait vraiment dans son précaré. Les Chinois sont sur l'ensemble du continent, mettent énormément d'argent. Il n'y a plus une entreprise française qui peut concurrencer une entreprise chinoise. Personne ne vous le dit, mais moi je peux vous dire que les trains qui vont être construits au Sénégal et en Côte d'Ivoire, quand Emmanuel Macron a signé les contrats l'année dernière, c'est le contribuable français qui va payer. Sinon, sinon c'était les Chinois qui faisaient le tramway, qui faisaient tout. Et en plus, les Chinois arrivent au moment où les anciennes puissances coloniales ont annulé les dettes d'un certain nombre de pays avec des annulations de dettes. La France arrive encore, certaines entreprises arrivent encore à s'en sortir en faisant un peu délié avec l'annulation de dettes, comme par exemple pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit 1 milliard d'euros à la France. Alors bon, je veux dire, évidemment, l'ambassadeur de France va voir Alassane Ouattara en disant il aimerait bien que ce soit quand même si ce n'est pas lié, que ce soit une entreprise française, soit pas une entreprise chinoise, si on annule la dette. Donc, mais on ne se rend pas compte. Les Chinois, c'est fini. Vous avez Xi Jinping, ils étaient quasiment tous les chefs d'État africains, c'était en mois de septembre, étaient à la réunion Chine-Afrique à Pékin. Il a annoncé 65 milliards de dollars. 65 milliards de dollars. Même les Américains, ils mettaient 1 milliard. Et encore, avec des histoires d'AGOA, avec des systèmes compliqués et tout, on ne mesure pas à quel point. En plus, l'Afrique, pour moi, l'Afrique, elle va devenir, vous savez, pour moi, c'est vraiment une nouvelle guerre froide, multipolaire pour les matières premières stratégiques. Alors, on parle que du coltan, mais tout ce qui est les batteries, cobalt, cuivre et tout, c'est impressionnant. La guerre de RDC, c'est une guerre minière. Et en plus, les Chinois ont décidé de ne plus exporter leurs terres rares à l'extérieur. Leurs terres à eux, ils la gardent pour eux, mais ils vont prendre les terres en Afrique. Ça va être une façon pour eux, sur les terres, l'Éthiopie, la France a mis un temps fou, celle qui avait construit le chemin de fer Djibouti, Éthiopie, Érythrée, mais c'est les Chinois qui ont repris, sur 1700 km à une vitesse folle. Comme ça, ils vont construire ils sont en train de prendre l'Éthiopie, qui va être la grande base de fabrication de fringues et tout, pour pouvoir exporter ça sur l'Europe. Ils vont contourner à travers l'Afrique et vont dire aux Européens comment vous ne voulez pas donner de boulot aux Africains. On ne mesure pas les bagarres qu'il y a en ce moment entre Arabie Saoudite. Mais même Macron, au bout d'un moment, il n'y avait pas un pays européen qui venait donner de l'argent pour le G5 Sahel et les armées africaines du Sahel qu'il essaie de faire monter pour mieux se désengager. Eh bien, finalement, c'est l'Arabie Saoudite qui donne 100 millions de dollars et les Émirats Arabes Unis. En même temps, vous avez un certain nombre de gens qui disent « Ouais, mais l'Arabie Saoudite, ils ont aussi des associations où habitent, qui installent des écoles coraniques, etc. » Donc, au bout d'un moment, c'est l'Afrique. Chacun vient régler ses comptes en Afrique. L'Arabie Saoudite contre le Qatar. Les Japonais surveillent les Chinois. C'est vraiment alors bon, les Africains, et ils ont raison d'ailleurs, ont horreur que nous, les Français, on soit en train de leur dire « Ah, attention, il y a les Chinois, regardez ce qu'ils font, c'est des colons, machin, ils vont vous piller. » Et attends, on connaît, Chinois, on va s'en occuper, on n'a pas besoin de vous. Donc, il faut aussi être très prudent, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ici, on ne mesure pas. On ne mesure pas. Je dis toujours, c'est vrai que la présence de l'armée française, ça sert vraiment de cache-misère à une présence française totalement en déshérence. Et même dans les pays qui sont des villages gaulois comme la Côte d'Ivoire,
bon, c'est pas trahir un secret en disant que Alstom voulait le barrage de Soubré, Alassane Ouattara, qui a été mis en place par la France en septembre 2011 à Abidjan. Il dit, vous êtes gentils les gars, mais est-ce que vous avez 500 millions de dollars? Et finalement, c'est un groupe chinois qui est en train de construire le barrage de Soubré. C'est plus à la mesure de la France. C'est pour ça que il faut bien mesurer les enjeux, etc. Et ne pas prendre la réalité. C'est pour ça que je trouve ça très important de montrer, de toujours revenir à l'histoire, à ce système intégré de la France-Afrique, d'une période historique. On n'est plus là-dedans. On a laissé traîner comme ça en pensant que la chute du mur de Berlin, on l'a bien vu à l'Est, mais on n'a pas du tout vu les conséquences en Afrique. Les gens disent, mais c'est incroyable, les Chinois, ce qu'ils font et tout. Bien sûr, et puis ils ne font pas travailler. J'étais à un moment donné, il y a 2-3 ans, j'étais au Gabon, et je parlais, il y a un ministre gabonais, je lui ai dit, mais c'est incroyable, la cité de l'information. J'ai vu là, je suis passé devant, là, c'est des Chinois, alors vous voyez, avec des petits chapeaux qui sont en train de construire complètement la cité de l'information. Il me dit, ouais, mais je dis, mais il n'y a pas de Gabonais. Il me dit, oh, on les a mis une journée, mais ils n'ont pas tenu. Et puis finalement, bon, il ne faut pas l'écrire, mais on devait payer 5%, mais ils nous ont dit d'aller voir telle banque. Finalement, on n'a rien payé. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Ça veut dire, voilà, ils font à leur place. Ils font à leur place. J'ai quelques questions à vous poser. Que vaut aujourd'hui le discours de la bolle dans les pays de l'Afrique francophone, surtout les pays de l'Afrique centrale? En parlant du discours de Dakar, vous semblez minimiser le poids de la France en Afrique francophone, mais moi qui suis tchadien, je vous dis que ce n'est pas vrai du tout. Vous savez, 2 fois, les rebelles sont entrés en N'Djamena pour renverser Déby. Mais c'est grâce aux Français, grâce aux avions et aux militaires français, que ces rebelles ont été boutés hors de N'Djamena. Je ne m'explique pas aujourd'hui le comportement de la France vis-à-vis de ce pays, d'où est née et partie quand même la 2e DB qui est venue libérer Paris. Les gens ont beau dire c'est les tireurs sénégalais, mais durant la 2e Guerre mondiale, le premier pays à rallier la France libre, c'est le Tchad. Le Tchad a fourni le plus grand nombre de militaires. Le Sénégal est venu en 1943. Le Tchad s'est engagé en 1940. De même, je ne comprends pas non plus ce qui se passe en Centrafrique, parce que tout ce qui se fait en Centrafrique aujourd'hui a des répercussions au Tchad. Il faut dire que la France a laissé ce pays qui est en train de mourir. Et aujourd'hui, ça m'amuse un peu lorsque je lis les médias français, je lis ou j'écoute les médias français que l'on s'inquiète de l'intervention des Russes en Centrafrique. Mais j'ai dit, mais la France a laissé la chienlit s'installer en France, en Centrafrique. Comment aujourd'hui comprendre ce comportement? C'est comme si aujourd'hui la France n'a plus de mémoire. Je sais pas. Je dirais d'abord, il faut quand même que je répète, je suis un modeste journaliste français des bords de Seine. Hein. Donc, c'est pas moi qui peux répondre réellement. Mais votre analyse est totalement juste, mais elle rejoint ce que je viens de dire. Ça veut dire que c'est dramatique pour les Africains, mais enfin, c'est aux Africains aussi d'en prendre conscience. Encore une fois, la période de la guerre froide, que l'Afrique a aidé effectivement l'Afrique et les Africains, et vous avez raison, quand on parle des tirailleurs sénégalais, ce n'est pas simplement des Sénégalais, il y avait des Maliens, il y avait beaucoup de Tchadiens, etc. Mais encore une fois, ça a été une évidence, mais encore une fois, c'était le patriotisme français, c'était une période historique, etc. Et il n'y a vraiment pas eu de relais, ça veut dire il y a des gens, même Houphouët-Boigny, ils croyaient, il y a des gens qui ont vraiment cru dans une communauté de destin entre la France et l'Afrique. On pensait que ça allait durer. Mais encore une fois, c'est la réalité, c'est que la France a laissé tomber la Centrafrique.
Finalement, l'opération Sangaris, François Hollande n'avait pas du tout envie. Il a été obligé, parce que comme il y avait 250 soldats français sur l'aéroport, il a été obligé, d'ailleurs au début il ne mettait que 500, après ils sont montés à 2600, mais en fait il n'y avait que son opération dans le Sahel qui l'intéressait, en considérant que là, qu'on pouvait expliquer à la population française, quand on était dans le Sahel, c'était pour les protéger des djihadistes ou des terroristes en France. À ce moment-là, il y avait une continuité franco-africaine ou franco-française, même dans le Sahel, mais pas en Centrafrique, pour, à l'époque, soutenir Bozizé. Mais on est vraiment... Mais je comprends votre interrogation, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que Emmanuel Macron s'intéresse beaucoup plus aux diasporas africaines maintenant pour un but, pour les relations franco-françaises avec cette diaspora. Et en fait, s'il a choisi la ministre rwandaise pour la francophonie, c'est parce que Paul Kagame est président de l'Union africaine, et maintenant c'est le relais de l'Union africaine. Il ne veut plus entendre parler des relations entre la France et l'Afrique, et donc il ne va pas s'occuper du tout de la Centrafrique. Non, mais je comprends votre dépit, et je suis d'accord, mais c'est ce qu'ils appellent entre eux la réelle politique. Oui, moi, il y a aussi quelque chose je trouve qui est très marquant, c'est dans le domaine de la santé scientifique. On se rend compte qu'en tout cas, on accueille beaucoup moins de nos collègues africains dans les hôpitaux français, dans les CHU, et eux-mêmes le disent. Ils disent que c'est la croix et la bannière pour venir en France. Quand on veut faire venir un collègue pour une formation, pour un congrès, c'est extrêmement compliqué. Donc on sent que là, sur le plan de la santé scientifique, c'est vraiment en train de changer. Et quand je vois en Afrique de l'Est, anglophone, où tous les Américains, les Anglais ont tous leur université, il y a des liens incroyables qui se font, je sens qu'on est aussi en train de perdre. Et dans l'histoire de la francophonie, oui, ça stimule l'art, la culture, mais sciences et santé, on sent que c'est quand même le parent pauvre. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des enjeux nécessaires des patients, mais il y a aussi des enjeux économiques autour de la santé, avec quand même des valeurs que la France peut apporter. C'est-à-dire notre modèle de sécurité sociale n'est peut-être pas parfait, mais quand même exceptionnel. Et au-delà de là, on est en train d'assister en Afrique à l'émergence d'une médecine, des soins de santé libéraux pour les plus riches, un système à l'américaine. Et ça, je trouve que c'est vraiment désastreux. Oui, je suis absolument. Mais je veux dire, malheureusement, il n'y a pas que dans votre domaine. J'ai des tas de copains africains, quand ils en ont marre de se cogner la porte de l'ambassade de France et de ne pas avoir leur visa, ils vont au Maroc ou ailleurs. Ils vont à l'université de Fès ou ils vont ailleurs. Mais je suis complètement d'accord. Je me suis réveillé ce matin avec une nouvelle à RFI où un Sénégalais qui a été bloqué, qui a été pendant deux jours dans un centre de rétention à PAF, alors qu'il avait tous ses papiers, etc. C'était pas un ministre, mais je sais plus, un député ou autre. Non, il y a une bouquérisation. Je veux dire, au moment où l'Afrique se mondialise, c'est maintenant qu'il faudrait y aller. C'est maintenant qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est là où, on se bouquérise. Oui. Au moment de la colonisation, la France n'a pas pensé coloniser les Africains. Ce qui intéresse la France, c'est les matières premières. À tel point qu'il n'y a jamais eu de colonisation de la part de la France. Je m'explique. Les Anglais sont partis avec toutes leurs bases d'Afrique. Toutes leurs bases. La France n'est pas partie avec ses bases. S'il n'y a pas de bases, comme au Tchad, Djibouti, il y a au moins 500 militaires français qui travaillent, mais avec les tenues locales militaires. Dans tous les pays francophones, je dis bien. Donc, la France n'a pas décolonisé. Si bien qu'aujourd'hui, les rapports de la France avec l'Afrique, c'est l'armée et le service de renseignement. Ce qui explique que, vous conviendrez bien, que en Afrique centrale, les présidents totalisent 120 ans au pouvoir. Biya, 35, Sassou, 32, Déby, 28. Bongo, le père a fait 40 ans, mais le fils a déjà une dizaine d'années. Et donc, c'est avec le soutien actif. Les élections sont tellement truquées qu'on se demande bien si, dans cette partie du monde-là,
à qui perd gagne. Donc, tout ça, c'est avec, effectivement, l'aide de l'armée, l'aide de la France. Alors, les jeunes qui grandissent, le plus souvent, et d'ailleurs, je vais en terminer, les études, il y a longtemps que la France n'accepte plus les études. Les Africains en France. Et vous comprenez bien que ceux qui partent de l'Afrique pour aller étudier en Russie, aux États-Unis ou ailleurs, quand ils vont rentrer chez eux, ils seront attentifs à la politique française. Et puis d'ailleurs, la francophonie, on se pose même, vous l'avez dit, le président soutient, même si le Rwanda était francophone avant, aujourd'hui le Rwanda majoritairement est anglophone. Alors soutenir un anglophone pour diriger la francophonie, vraiment, il faudrait faire, je ne sais pas quel écart. Et puis je termine là, l'Arabie Saoudite veut rentrer même en tant qu'observateur. Quand même, il y a des choses qu'il ne faudrait pas accepter. Non, mais enfin, globalement, je suis d'accord. Et le grand problème, c'est que ça ne va pas s'arranger. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que finalement, quand la question de la boule et autres, ça ne risque pas de s'arranger parce que plus la France va perdre pied en Afrique, plus finalement ces chefs d'État qui ont le monde entier dans leur salle d'attente, et donc elle va encore moins faire la leçon, etc. Parce que là, au contraire, elle va faire profil bas vis-à-vis de ces chefs d'État en disant « n'oubliez pas, nous, on est vos anciens amis, etc. » Parce que dans tous ces pays d'Afrique centrale, il n'y a pas que il n'y a pas que la France. Vous avez pour la sécurité, vous avez les Marocains, les Israéliens, les Sud-Africains. Vous avez d'autres pays. J'ai une question à vous poser. Pensez-vous que l'éruption du terrorisme islamiste et la lutte que les Américains, de façon mondiale, entreprennent, ont contribué à éliminer la France de l'Afrique? Est-ce que ça joue un rôle ou pas? Franchement, je suis vraiment pas, un spécialiste du terrorisme. Le seul, vraiment, je sais pas trop. Ça a contribué. Mais enfin, quand j'entendais encore il y avait le patron Bernard Bajolet, l'ancien patron des services français de la DGSE, qui ce matin sur RFI, qui disait mais on n'y arrivera pas avec ce tout sécuritaire. Le problème de fond, c'est les problèmes socio-économiques dans ces pays. Et il parlait surtout du nord du Mali, que vous pouvez tuer autant de djihadistes qui veulent, ça ne va pas changer réellement tout ce qui se passe dans toute cette région. On voit bien que c'est pas le terror, c'est pas la chasse, enfin c'est pas la lutte contre le terrorisme qui est la finalité et qui va changer réellement ce qui se passe dans ces pays. Oui, bonjour, j'avais deux questions. J'ai voyagé pas mal en Afrique et j'ai vu effectivement, comme vous l'avez mentionné, beaucoup de Chinois, d'entreprises chinoises, d'ailleurs à tous les niveaux, hein, au niveau microéconomique, comme on peut dire, comme au niveau macroéconomique. Mais j'ai pas encore vu, peut-être à part Djibouti, de base militaire chinoise pour défendre les intérêts chinois. Donc est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle géopolitique que uniquement le modèle de la présence des forces armées pour l'Afrique? En fait, je ne sais pas encore, personne ne sait vraiment, enfin, en tout cas, moi je ne sais pas s'il va pas y avoir un moment donné ou un autre, ça paraît, pour la première fois, il y a un seul pays où ils sont vraiment entrés en politique, c'est le Zimbabwe. C'est quand même eux qui ont géré le Zimbabwe en écartant Robert Mugabe, qu'ils ont soutenu de très longue date. Donc, moi, je ne sais pas, mais on a du mal à imaginer qu'à partir du moment où ils ont une telle présence au niveau économique, infrastructure et autres, qu'ils vont pas. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont souvent demandé à l'armée française, quand il y a eu des problèmes d'enlèvement ou autre, il y a eu une sorte qui sous-traitait un petit peu la sécurité de leur base aux Français. Mais est-ce qu'ils vont, comme il y a quand même une vraie volonté de route de la soie, de pénétration au cœur du continent, j'ai du mal à imaginer qu'à un moment donné, il n'y ait pas plus de présence militaire. Mais pour l'instant, vous avez raison, c'est vraiment Djibouti est tourné vers les pays du Golfe, et puis c'est la relation avec
de grandes puissances navales avec les États-Unis et les Japonais, l'ensemble des pays asiatiques. Mais là, c'est impressionnant. Il y a quand même, c'est incroyable. Il y a les Russes qui sont vraiment maintenant en Centrafrique. Pour terminer peut-être sur une note optimiste, j'ai lu il y a quelques jours Le Monde diplomatique, qui a un très bon article sur les entreprises françaises qui essaient de lutter justement contre les Chinois en France. Il cite évidemment Bolloré, Bouygues, et le troisième, c'est Castel. Je ne sais pas si les gens ici connaissent, mais c'est un fabricant de vin rouge qui est, paraît-il, le numéro 1 du soda en Afrique. Donc voilà, c'est pour essayer de terminer sur une note optimiste. C'est absolument, mais ce qui est intéressant, c'est ceux qui survivent, entre guillemets, en Afrique et qui survivent bien, ce sont toujours du capitalisme patrimonial. Le petit père Castel, qui est un monsieur qui est incroyable, qui, je crois qu'il a 90 ans, 95 ans, toujours à la tête de son entreprise, qui a démarré au Gabon et qui a commencé à créer des brasseries. Le Cameroun, par exemple, la première industrie du Cameroun, c'est la cité des brasseries du Cameroun, c'est Castel. Et Castel, il est partout. Mais Castel, il a des relations directes avec les chefs d'État. Et c'est le capitalisme patrimonial, comme Bolloré, comme Martin Bouygues et Vincent Bolloré. Ils prennent leur jet, ils vont directement, ils ont des relations avec les pouvoirs en place. Donc c'est intéressant parce que c'est optimiste, c'est-à-dire c'est du capitalisme patrimonial. Mais c'est un très bon papier sur Castel, parce que c'est un monsieur, il est résident en Suisse, on n'entend jamais parler de lui, c'est le premier papier sur Castel. C'est une vraie fortune. Je voulais attirer ton attention et peut-être celle de Paul Nahon, parce qu'il y a quand même un cas clinique de journalisme. Là, on se dit que le monde journalistique devrait être à feu et à sang avec la pantomime de l'élection, la réélection très probable de Paul Biya, je crois qu'il a 85 ou 86 ans, 7e ou 8e mandat. Et enfin, c'est vraiment la quintessence du ridicule, du stupide. Et on a l'impression que c'est un... Enfin, je crois, j'ai vu un article dans Libé et autres, mais enfin, ça fait pas les pages comme on pourrait l'imaginer, alors que le moindre chose actuellement est analysé, disséqué, et fait des débats. Et là, on a l'impression, c'est comme si on s'était résolu à oui, je dis cette pantomime. Non, absolument. Il y a eu quelques années, Libé, c'était la une avec pour une élection de Paul Biya, je ne me souviens plus laquelle. Mais par contre, je revois les titres, le président omni-absent, parce qu'il vit la plupart du temps à l'Intercontinental de Genève. Mais c'est vrai, il y a la presse, avant je vous avoue que je vais l'apprendre, la presse est sinistrée. Les confrères, il n'y a plus de reporters. La plupart du temps, ils partent d'ailleurs avec des associations, Médecins sans frontières, Médecins du monde. C'est-à-dire qu'ils partent avec des ONG, parce que il n'y a plus un groupe, même l'Express récemment, qui a refusé à un confrère, même un voyage. Il voulait aller en Guinée et ailleurs. Il n'y a plus d'argent. Donc la presse est sinistrée, mais il n'y a plus de capacité d'indignation, mais il y a une sorte de désintérêt. Et c'est vrai que le Cameroun, et parce que ce qui est grave au Cameroun, c'est pas simplement le maintien de Paul Biya, c'est que c'est un pays qui est en train d'imploser. Ça veut dire tout le nord, l'extrême nord du pays, avec la pression de Boko Haram, il a totalement abandonné. En plus, après la tentative de coup d'État de 1984, il avait déjà le nord, il avait laissé abandonner. Et puis, il y a toutes les deux régions du sud-ouest anglophone où il a tellement laissé dériver que maintenant, il y a un irrédentisme absolument incroyable. Puis il y a des morts, et c'est couvre-feu. Enfin, c'est un pays qui va très, très mal. Très, très mal. Enfin, c'est quand même... excuse-moi, je trouve qu'il y a quand même... la moindre... attitude de l'un ou l'autre des dirigeants occidentaux est analysée pendant des jours et des jours et autres. Et là, on assiste à une chose qui est tellement effrayante que... Complètement. On est replié sur nous-mêmes. Je
Oui, je ne vais pas tirer un mouchoir. Moi, je vous dis, je suis plutôt optimiste. En tout cas, nous avons trouvé nos voies, nous. On est certains. Certains. Certains de quoi? Bon, la France-Afrique médicale d'il y a 20 ans est morte. Je suis d'accord avec toi. Il y en a une nouvelle qui se construit. Et cette nouvelle tient à une nouvelle génération africaine qui est là, qui est présente, qui est exigeante. Nous, c'est bâtir et former. Faire avec. C'est ce qu'on est en train de faire. On a vu le Mali. Mais enfin, il y a 1 an et demi, c'est le Sénégal. Le prochain, c'est le Burkina Faso. Et ensuite, on avance, Cameroun, Libéria. Et on fait avec. Et en français. Les Chinois, ils n'y arrivent pas. D'ailleurs, ils viennent demander de l'aide. Je sais que pour voir un malade, le médecin chinois, bien d'ailleurs, j'en ai rencontré, ils sont très très gentils, mais simplement, comme ils ne peuvent pas parler avec le malade, il y a nécessité d'une interprète au lit du malade pour traduire ce que dit le chinois au malade et pour ce que dit le malade au médecin. C'est pas facile. Donc, on a des boulevards devant nous, vraiment, et je ne vois pas qui peut nous concurrencer. Peut-être le monde francophone, ça c'est vrai, le Canada, la Belgique et la Suisse. Mais là, je suis presque révolté. Nous ne sommes pas soutenus. Antoine, sais-tu où nous avons formé l'équipe du Sénégal? Au Vietnam et en français, avec les Vietnamiens que nous avions formés. Sais-tu où on a formé l'équipe du Mali? En Tunisie et à Dakar. Mais où sont les bourses françaises? Mais ça ne fait rien, nous on continue. On continue. Ce qu'il faut. Antoine, je voulais vraiment... Si, ah non mais t'es rien. Enfin, d'abord, tu es ici et ça me permet de continuer dans le propos d'Alain. Alors, vous savez que de temps en temps, Alain, il dit rien pendant des jours et des jours, puis à un moment, ça part comme ça. C'est une espèce de bouffée qui, c'est comme ça qu'il a fondé la Mission France. Et certains d'ici, en disant, continue à aller là-bas, moi je vous dis qu'il y a des problèmes en France. Et là, ce que vient de nous dire Alain, eh ben, on l'a dit l'autre jour à Paul. C'est-à-dire qu'il y a ces lundis de la chaîne, et vous en êtes depuis, je sais pas, ça fait quand même 5, 6, 7 ans, 8 ans. Et alors, tu sais, Antoine, avant toi, il y a eu des gens absolument fantastiques. Merci, Paul, de ton réseau, de tout ce que tu as fait qui permet d'avoir des gens de ta qualité. Robert Badinter est venu ici. Dupond-Moretti, alors bien sûr Jean-Louis Etienne, Toubon, et ainsi de suite, David Cayatte, et j'en passe et des meilleurs. Et bientôt, François Hollande. Et en plus, sur quoi va-t-on l'interroger? Sur comment se fait-il qu'un président de la République française a autant de pouvoir, il peut déclencher une guerre sans demander l'avis de personne. Donc, voilà. Et donc, je reviens aux espèces oui, peut-être un petit coup de gueule d'Alain. Souvent un peu rêche, quoi. Il peut être dur. Il dit, en fait, c'est très gentil ce que tu fais, Paul. Mais tous ces gens qui viennent, c'est que d'abord, ils prennent leur temps de venir ici, parce que c'est des sujets incroyables. On va bientôt avoir les 2 avocats qui ont défendu Jacqueline Sauvage. Incroyable comme ces 2 femmes. Elles sont qui vont nous parler de... Bon. Et Alain dit, mais Paul, est-ce que tu es sûr que tous ces gens qui viennent ici, d'abord savent ce que fait la chaîne, les grandes difficultés qu'elle a, et ce sont que des gens qui ont... D'abord, qui ont l'envie de venir. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de réflexion, ils ont beaucoup, probablement, d'envie de faire, de s'engager, de bouger. Ben, simplement, prenez 2, 3, 4 trucs comme ça et distribuez-les.
Pourquoi? Parce que, et Claire l'a dit tout à l'heure, c'est très difficile. Parce que plus ça va, plus il faut faire. Parce que non seulement on construit, on équipe, on forme, et il n'y a pas de consommable, il n'y a pas de choses comme ça. Et donc, on vit de la philanthropie. Et la philanthropie, elle est très mal barrée. Moi, je vous dis qu'elle est très, très mal barrée. Pourquoi? Parce que transformation de l'ISF en IFI, le prélèvement à la source est une grande inquiétude. Et je vous rappelle que la donatrice de la chaîne, son profil, ou son, je ne sais pas comment on appelle ça, le profil, c'est une femme de plus de 60 ans, célibataire. Alors là, c'est une catastrophe parce que les retraités sont très inquiets. Prélèvement à la source, la pension de reversion, et donc, vous savez qu'il y a une grande inquiétude dans l'ensemble des associations, des fondations. Orphelins d'Auteuil, moins 60%. Les fondations, c'est moins 50 à moins 60. Tout ce qui est sur la défiscalisation, on est à moins 4%, et on a vu Antoine Vaccaro, qui est le pape du fundraising en Europe, nous dire on va arriver à moins 7. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, je vous dis pas donner 20 €, bien que si vous pouvez, c'est pas mal, mais je vous jure que si on veut continuer à faire, il faut qu'on invente autre chose. Et on a vécu ces crises du don, on a vécu la grève de la Poste à Médecins du Monde, on a cru qu'on allait fermer parce que, je crois qu'il y a Jacques qui est là et Jean, et on a connu, mais il faut inventer autre chose. Et je crois que notre réseau, ce réseau de gens qui viennent le lundi, une fois par mois, pour bouger, passer le message et essayons de porter tout ça ensemble. Et merci à vous d'être ici. Merci Antoine d'être venu. Il y a toujours un petit pot et je crois que beaucoup de gens te poseront des questions. Merci. Et pardon, la prochaine fois, donc, le professeur Jean-François Delfrécy, professeur de médecine, qui est le président du comité consultatif national d'éthique, et bien sûr, c'est GPA, PMA et tout ce qui est éthique, et notamment la fin de vie. Et le 3 décembre, c'est François Hollande. Merci.